Bon, c'est ma deuxième diapo, mais ce n'est pas grave. Je salue et remercie, après vous avoir dit bonjour d'abord, je salue et remercie l'Assemblée prestigieuse qui me fait l'honneur de m'accueillir. Entre la salle des pionniers, où je me présente aujourd'hui, et la salle des illustres du Capitole, où j'ai été reçu comme correspondant, j'espère que ces références mythiques ne vont pas me faire perdre le sens des réalités. L'événement est marquant pour qui a étudié et œuvré comme ingénieur dans l'aéronautique. C'est aussi l'opportunité de récapituler les étapes de son parcours en s'interrogeant sur les caractéristiques de son cheminement, les motivations qui l'ont traversé, comment son parcours a été modelé par l'évolution du contexte général, les circonstances, le hasard ou les attirances personnelles. J'ai quelques diapos, mais elles sont plus illustratives d'une manière générale du parcours et je ne vais pas m'attarder dessus. Comme bien d'autres, mon parcours a été riche et varié, forcément guidé par la flèche du temps. Des évolutions et des mutations importantes n'ont pas cessé de le jalonner. Vous en avez eu aussi un bon exemple avant moi. Tout cela marquait en profondeur toutes nos activités, notre environnement de travail. Dans les domaines techniques, organisationnels, internes et externes, les outils, les ordinateurs volumineux au début, puis portables et de plus en plus puissants, les métiers autour de nous, avec au début des perforatrices de cartes IBM, des programmeurs, des secrétariats importants, les moyens de communication, etc. Quand j'ai effectué mon stage de présituation de 3 mois aux essais en vol de la SNIAS en 70, avant d'effectuer mon service militaire au CEAT comme appelé scientifique, de très longues règles à calcul étaient encore utilisées au bureau d'études. Et les machines à calculer électromécaniques servaient au calcul de structure. Dès mon retour du service militaire aux essais en vol de l'aérospatiale, toujours en 71, les règles à calcul avaient quasiment disparu du DE, où un centre de calcul s'était installé. Les systèmes d'enregistrement en vol, de dépouillement et calcul au sol pour Concorde et Airbus sont rapidement passés de l'analogique magnétique à l'électronique et au digital. Les dépouilleurs dont je faisais partie ont pu jeter alors à la poubelle les réglettes d'étalonnage en papier calque qu'ils s'étaient fabriqués pour lire plus facilement les tracés sur les rouleaux des enregistreurs. L'ère des grands locaux dédiés au matériel informatique, des cartes perforées et des paquets de feuilles imprimées en accordéon débutait. La définition de l'avion Concorde de série elle-même illustrait la transition de l'analogique au digital, avec certains calculateurs électroniques analogiques comme ceux contrôlant les moteurs, et déjà des calculateurs digitaux de première génération pour d'autres fonctions, comme la commande des systèmes d'entrée d'air ou de la post-combustion des moteurs. Le programme Concorde a été une expérience d'une richesse incomparable, parfois mésestimée, avec des avancées notables dans divers domaines, précurseurs de développement technologique futur. Par ailleurs, il a stimulé la mise en place d'équipes techniques hyper compétentes et a servi de modèle dans l'organisation des groupes techniques intégrés Airbus, dont tous les programmes ultérieurs se sont inspirés. Vous avez vu quelques mots qui parlaient de l'influence des grands chefs de Concorde à l'époque sur les programmes suivants. Mon parcours a été imprégné évidemment du progrès technique général qui en permanence s'est répercuté dans le domaine aéronautique lorsqu'il n'en était pas l'initiateur, modelant constamment ses programmes, ses produits, ses méthodes et ses activités, même si ce n'était pas de façon linéaire au quotidien. On est passé au presque tout électrique dans les systèmes, excepté le mode de propulsion lui-même, au tout digital au sol et sur avion, dans la modélisation, les simulateurs et calculateurs, dans le contrôle des moteurs, la visualisation, les écrans, la numérisation et l'automatisation de plus en plus généralisée dans la conduite et la gestion du vol, amenant aussi une plus forte intégration des systèmes, propulsion incluse. Une transformation des postes de pilotage et des méthodes de surveillance et maintenance également. Internet est venu faciliter la communication et compléter les outils à l'échelle de l'entreprise, de l'utilisation des produits, comme à l'échelle planétaire. Les outils de conception, d'essai et validation ont fortement évolué avec les méthodes numériques et les visualisations associées. Ce qui était vrai pour les avionneurs l'a été aussi évidemment pour les motoristes, les équipementiers, les centres d'essai et les souffleries. Ceci se répercutait aussi bien entendu au niveau des compagnies aériennes et pour l'ensemble des acteurs du transport aérien.
Sur les plans organisationnels et fonctionnels, on est passé par ailleurs assez vite d'une ère où la technique dominait à une ère nouvelle où les enjeux d'industrialisation, de commercialisation, de coûts, de productivité, de marché, de compétitivité et de rentabilité financière prenaient de plus en plus le pas au fur et à mesure que les entreprises croissaient et se consolidaient, que leur production et les enjeux économico-financiers grossissaient et devenaient déterminants, avec la conséquence inéluctable que les tâches de gestion ont peu à peu constitué une part significative du temps de travail des ingénieurs, y compris pour les jeunes, conduisant parfois à une sous-utilisation partielle de leurs capacités. Cela a cependant été en partie compensé par l'apport d'outils de gestion performants, eux-mêmes bénéficiant des progrès techniques. Et cela n'a pas empêché l'industrie aéronautique de réussir à travers toutes ces évolutions de grande ampleur à progresser globalement en termes d'efficacité technico-économique, à rationaliser et simplifier la tâche des opérateurs, des équipages et de tous les acteurs de l'aviation. Elle l'a fait non seulement en préservant son exigence primordiale, insurpassable de la sécurité, mais en profitant des leçons du passé et des perfectionnements technologiques, elle a su améliorer sans cesse les niveaux de sécurité globaux, en même temps, bien sûr, que les niveaux de performance. Cependant, la triste expérience de la mise en service du 737 MAX a mis en évidence les risques inhérents à toute baisse de la garde, toute déviation par rapport aux principes essentiels dans les processus de conception, construction, certification des aéronefs, ainsi que dans les processus associés de délégation d'autorité. Ces principes sont et doivent rester aussi intangibles que les principes de la thermodynamique sont immuables. Plus spécifiquement, avec l'avènement concomitant de méthodes et outils de plus en plus sophistiqués, la complexité croissante des systèmes, les critères de performance de plus en plus fins, les situations de compromis de plus en plus pointues, les dernières décennies ont vu se multiplier les besoins d'optimisation globale entre les multiples facteurs et critères impliqués dans la conception, la fabrication, les opérations, la maintenance des avions, des moteurs, des équipements et des composants, autour de critères économiques et environnementaux astreignants. Ces derniers prenant en outre une importance croissante, tandis que la sécurité demeurait une exigence omniprésente absolue. La dimension européenne de l'aéronautique, déjà très présente avec le Concorde, SNEAS, BAC, Rolls-Royce NECMA, s'est amplifiée et généralisée avec Airbus Industrie, EADS, Eurocopter et finalement le groupe Airbus avec une organisation de plus en plus intégrée au fil des ans, avec l'AECMA devenue l'ASD, l'Agence de sécurité européenne, l'ASA, au niveau réglementaire, Eurocontrol, la CEAC, les institutions européennes et leurs directives, la recherche aéronautique européenne et les programmes cadres de la Commission européenne au budget croissant. La dimension européenne est évidente aussi dans le domaine spatial et la consolidation industrielle, aussi bien que les interactions techniques et opérationnelles entre spatial et aéronautique rendent leurs frontières très perméables. La dimension mondiale de l'aéronautique et du transport aérien était et est manifeste aussi à travers les partenariats entre Airbus et les motoristes, entre motoristes du monde entier, également aussi au niveau du transport aérien dans son ensemble, compagnies aériennes clientes potentielles et utilisatrices, IATA, liaison aérienne, passagers, gestion du trafic, etc., ainsi que les problématiques opérationnelles et environnementales traitées au niveau international à travers l'OACI et d'autres organismes pilotant et réglementant la météo, environnement, télécommunications et bien entendu aussi au niveau de la sécurité et de la sûreté. Mon parcours a été à l'évidence imprégné en profondeur et en permanence et sous diverses formes par le contexte évolutif, nature des sujets traités, des travaux réalisés, des problématiques, des responsabilités exercées et organismes fréquentés et en contact, dimension européenne et mondiale. Là, c'est un aperçu des divers organismes pour lesquels j'ai œuvré, avec des petits symboles pour la France, l'Europe ou le monde. J'étais notamment très impliqué dans divers domaines, avec une focalisation, bien que non exclusive, sur la propulsion. En résumé, sécurité, certification de navigabilité, intégration des systèmes propulsifs, performance moteur et performance avion, études technico-économiques diverses, activités en lien avec la recherche, programmes de recherche européens et US, activités multiples en lien avec l'environnement en particulier et diverses autres.
je me suis interrogé sur ce qui caractérisait généralement mon parcours. J'en retiens une grande diversité de sujets, de disciplines scientifiques, techniques, commerciales, touchant toutes les phases de la vie des avions et des moteurs, recherche avant-projet, développement, essai en vol et exploitation en service, des contacts à tous les niveaux, dans toutes les catégories d'organismes et de spécialités, de nombreux programmes, nombreuses missions dans différents pays, j'en ai compté 36. Des situations souvent exposées hors des sentiers battus ou en marge, en première ligne, parfois en périphérie des domaines connus, souvent sur des questions touchant la certification et la sécurité, aux frontières entre sujets, disciplines, pays ou périodes, avec le défrichage de certains aspects méthodologiques. L'implication dans des coopérations et des synergies à divers niveaux avec un fort contexte international. Je ne rentrerai pas ici dans le détail, mais avec des séjours au Royaume-Uni, à Bruxelles, beaucoup de travail pour l'OACI et des participations multiples dans des conférences internationales et divers comités d'organisation de colloques. Également la participation au programme sino-européen d'avions de 100 places, où j'étais le directeur de la propulsion, avec un audit des moyens d'essai aéronautique en Chine et au passage l'apprentissage intensif du mandarin en vue de la création d'une jeune venture. Elle n'a jamais vu le jour, le programme étant finalement stoppé, ça a été discuté ce matin. De nombreuses missions, bien sûr, chez les avionneurs, les motoristes et les nacellistes du monde entier, compagnies aériennes, aéroports, autorités françaises, britanniques, européennes, américaines, divers équipementiers et fournisseurs. Là, ce sont les pays où je suis allé. Alors, quelle part ont joué les responsabilités initialement attribuées, celles réellement exercées, les missions spécifiques en réponse aux problèmes prioritaires, les motivations personnelles, l'attirance vis-à-vis de certains sujets qui me poussaient à me mettre en avant ou à approfondir, le hasard des circonstances, très probablement tous ces facteurs étaient combinés. Pour illustrer l'influence du hasard sur le parcours, je citerai une anecdote qui a marqué mes premiers mois de travail en 1971 à la direction des essais en vol de l'aérospatiale, la SNIAS à l'époque. Je préparais l'intégration dans les programmes de calcul des essais en vol des calculs de poussée des moteurs General Electric CF650 à partir des mesures en vol par Rato et Scanivalve sur le tout premier Airbus avant qu'il n'ait commencé ses essais en vol. Le chef de département du bureau de calcul aux essais en vol, René Langlade, devait participer à une réunion de coordination importante à Cincinnati où il était censé expliquer à GE les systèmes d'enregistrement et d'exploitation utilisés aux essais en vol. Peu de temps avant la date de réunion prévue, il est tombé malade et a dû être opéré d'urgence. Il m'a demandé alors de le remplacer au pied levé pour cette mission que j'ai préparée comme j'ai pu, prenant les consignes auprès du convalescent à son domicile. La mission s'est bien passée et m'a permis de nouer de bonnes relations avec GE qui ont été bien utiles par la suite. Ce fut ma première mission hors de Toulouse, mon premier bond transatlantique, et il y en a eu beaucoup d'autres après. Pour situer cet épisode inaugural dans le contexte général, mon vol de Paris à New York, où j'avais fait escale, s'était effectué à bord d'un des premiers B747 d'Air France. À New York, à l'agence principale de la compagnie, j'ai croisé des foules de passagers très agités qui avaient subi des déroutements de vol en B747. À l'époque, les moteurs JT9D connaissaient quelques pannes de jeunesse. Je ne peux pas retracer mon parcours sans souligner l'importance capitale des rencontres que j'ai eu le privilège de faire avec des personnes qui m'ont énormément transmis, de qui j'ai tant appris. Collègues ingénieurs, pilotes d'essai, ingénieurs d'essai, mécaniciens navigants, metteurs au point. J'avais commencé à faire une liste et puis je me suis aperçu en relisant mon texte chaque jour que je devais en ajouter 5 ou 6 et que je n'en finissais plus. J'ai quand même fait cette planche qui montre quelques-uns de cela, mais bien entendu, il me faudrait bien d'autres planches pour rendre un hommage à tous les autres et remercier tous les autres qui n'y figurent pas aussi, par ailleurs. Bon, je peux retrouver dans mon enfance et mon adolescence des traces d'une attirance pour les avions, l'aviation et ses figures légendaires à travers des images, des miniatures, des lectures, des bandes dessinées, de Buck Danny à Saint-Exupéry, en passant par les aventures de Beagles du capitaine W.E. Jones, certaines aventures de Tintin ou de Blake et Mortimer,
le Mermoz de Kessel, le grand cycle de Klosterman, l'épopée de Normandie-Niemen ou l'autobiographie de Chuck Yeager. Des avions réels ou semblables aux réels ou imaginaires me faisaient rêver. Mais dans mon regard d'aujourd'hui, avec sans doute une part impondérable de reconstruction mêlée ou se substituant aux motivations profondes, point d'interrogation. Cette réflexion sur mes motivations qui me ramenait au souvenir des pionniers de l'aviation est venue croiser d'autres réflexions dans le contexte de mes activités aéronautiques, en lien avec la pandémie et les préoccupations environnementales, renforçant ma conviction personnelle, quoique largement partagée, je pense, que pour pouvoir se projeter efficacement dans le futur et faire face aux défis immenses présents et à venir, le secteur devait être à la fois visionnaire, faire preuve de réalisme et intégrer l'acquis de l'expérience en revenant aux valeurs fondamentales et à la passion raisonnée qui animait l'esprit et l'action des pionniers. Joseph Kessel, en 1929, écrivait à la fin de son récit « Vent de sable », alors que l'aviation n'était à peine au quart de son siècle, de son histoire, je cite, « D'ici très peu d'années, on ne comprendra guère ce récit, les machines volantes seront si rapides et si sûres, les instruments de bord et leur usage si perfectionné que le vol deviendra une navigation paisible. J'espère cependant qu'on n'oubliera pas tout à fait les premiers courriers du désert. Ceux qui mirent les premières voiles sur des coques creuses n'avaient pas plus de cœur ni d'audace. » N'est-ce pas un bel exemple de vision à longue portée? La navigation, pour rester à flot dans le monde actuel, n'a rien de paisible, mais les qualités requises pour y parvenir sont d'autant plus indispensables, à plus forte raison pour rendre la navigation paisible dans le futur. Ces réflexions sont venues résonner étonnamment avec cette recommandation insistante que nous entendons aujourd'hui, émanant d'éminents sociologues dans le contexte de la nouvelle commission énergie et environnement. On l'a réentendu ce matin. Il faut réenchanter le transport aérien en s'appuyant sur les mythes de l'aviation. Ça m'a incité à remonter le temps il y a 100 ans. Ce sera ma dernière slide. On pourrait, pour chaque année à l'époque, avoir comme ça une liste de records assez extraordinaires que battait l'aviation chaque année. C'était il y a 100 ans. J'en arrive à mon dernier sujet. Que puis-je apporter à l'Académie dans ses activités présentes et futures? J'ai eu la chance de vivre de riches expériences aéronautiques européennes et internationales. J'ai pu les mettre au service de l'Académie dans le passé. Dans la période qui vient, spécialement en matière de lutte contre le réchauffement climatique, dans le contexte sensible du transport aérien et les domaines connexes, les technologies, méthodes et réglementations vont devoir progresser en cohérence et l'acquis du passé devrait être un guide précieux. La transition énergétique ne sera pas qu'énergétique. Récemment, j'ai répondu présent à l'appel de la Commission énergie et environnement. J'espère pouvoir ainsi continuer à apporter ma modeste contribution. Par ailleurs, je viens d'être nommé membre du Conseil scientifique de Clean Aviation, le nouveau programme de recherche européen. J'espère que cela créera des opportunités pour ajouter des passerelles reliant nos activités au monde extérieur au profit de tous. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.